Les 16 et 17 avril 1977, à San Francisco, se tient la toute première West Coast Computer Fair. Les géants de la tech y présentent leurs nouveautés dans l'effervescence la plus totale. 12 000 visiteurs, la file d'attente fait le tour du bâtiment et les organisateurs sont débordés. C'est le Woodstock des geeks. Au milieu des géants, il y a un stand d'une toute jeune entreprise qui présente son premier micro-ordinateur, qui va se vendre à plus de 3 millions d'exemplaires pendant 18 ans et changer la face du monde, le Apple II. On peut difficilement parler du Apple II sans parler de ses concepteurs. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec Steve Wozniak. Stephen Wozniak, dit Steve Wozniak ou juste Woz, ou encore le Woz, The Woz en anglais, est né en 1950 à San José, en Californie. Son père est ingénieur dans une entreprise d'aéronautique et lui apprend très tôt les mathématiques et les bases de l'électronique. À 11 ans, il fabrique lui-même son propre matériel de radio amateur, et à 13 ans, il devient président du club d'électronique de son école. Un radio amateur, c'est quelqu'un qui communique sur les ondes radio par hobby. C'est un loisir très technique qui consiste à utiliser, modifier ou fabriquer du matériel capable d'émettre et de recevoir des communications sur les ondes radio. À 13 ans, au sein de son club d'informatique, il fabriquera une calculatrice avec des transistors et remportera plusieurs prix à des concours locaux. S'il faut retenir quelque chose de Wozniak, c'est que c'est un geek, un vrai. Je risque de dire plusieurs fois le mot geek dans cette vidéo. Ce que j'entends par là, c'est que c'est une personne passionnée par les domaines scientifiques et par la science-fiction. Je le précise parce que le mot a une connotation assez négative. Donc Woz, je disais, c'est un geek. Il aime Star Trek, il aime se creuser la tête sur des problèmes de logique, il aime les maths et il aime les nombres. 2 ans après être sorti du lycée, il y a son voisin, Bill Fernandez, qui lui dit « Hey, j'ai un pote de classe avec qui tu devrais bien t'entendre. » Et il lui présente Steve Jobs. Stephen Paul Jobs, dit Steve Jobs, est né en 1955 à San Francisco, en Californie. Sa mère, Johanne Carol Schiebel, vient d'une famille très catholique et son père, Abdul Fattah Jandali, d'une famille musulmane. Bébé Steve a été conçu hors mariage et c'est un problème pour les deux familles, à tel point que le père de Johanne menace de la déshériter si elle épouse un non-catholique. L'enfant est alors confié à Paul et Clara Jobs, qui l'adopteront peu de temps après. Ses parents réussiront quand même à se marier et ils auront un autre enfant, Mona. Petite anecdote sur Mona, les parents de Mona et de Steve se sépareront peu de temps après et Mona prendra le nom de son beau-père, George Simpson. Et là, normalement, vous devez vous dire, mais attends, Mona Simpson, c'est la mère de Homer dans Les Simpsons? Coïncidence? Pas vraiment, puisque Mona se mariera en 1993 à Richard Apple. Sauf que c'est pas écrit pareil. Et Richard Apple, comme son nom ne l'indique pas, c'est un des scénaristes du show télévisé Les Simpsons. Alors, c'est pas lui qui a nommé le show, il est arrivé que sur la saison 6, mais c'est la saison où arrive la mère de Homer, et il a profité de la coïncidence de nom avec son épouse pour lui donner aussi le même prénom. Revenons à Steve. Clara Jobs, sa mère, lui apprend à lire avant qu'il n'aille à l'école. Et Paul Jobs lui apprend très jeune les rudiments de l'électronique. Alors qu'il est adolescent, il participe au club des explorateurs de Hewlett-Packard. C'est un petit club d'une quinzaine d'étudiants qui se réunit les mardis soirs dans la cafétéria de Hewlett-Packard pour écouter un ingénieur leur parler de ses travaux. C'est là que Steve Jobs verra de ses propres yeux son premier ordinateur, le HP 9100A, qui aujourd'hui serait plus qualifié de calculette programmable obèse que d'ordinateur. Le jeune Steve Jobs, il a déjà un sacré caractère. Pour un projet personnel, il était en train de construire un fréquence-mètre. Il a besoin de composants, qui sont assez chers pour un étudiant. Il n'hésitera pas à appeler William Hewlett, le patron de Hewlett-Packard, pour lui réclamer des composants gratos. Ils passeront 20 minutes au téléphone, et William Hewlett finira par lui accorder les composants et même par lui offrir un job d'été chez HP. Bref, vous l'aurez compris, les deux Steve sont faits pour s'entendre. En 1971, ils vont se procurer un exemplaire du magazine Esquire, un magazine mensuel masculin. Et ils vont faire ce que tout vingtenaire ferait avec un magazine masculin. Ils lisent et relisent en boucle un article nommé « Secret of a Little Blue Box », le secret de la petite boîte bleue,
qui décrit le fonctionnement d'une Blue Box, et puis ils en fabriquent une. Une Blue Box, c'est un petit appareil qui émet des tonalités et qui, grâce à ces tonalités, permet de passer des appels téléphoniques gratuitement. Ils en feront plusieurs et ils les vendront à leurs potes. En 1975, ils vont à la première réunion du Homebrew Computer Club. C'est un petit club de passionnés qui se réunissent autour d'un ordinateur fraîchement sorti, l'Altair 8800. Cet Altair 8800, c'est le tout premier micro-ordinateur disponible au grand public aux États-Unis. Alors je vais essayer de pas trop m'étaler sur l'Altair 8800, mais il faut qu'on en parle un petit peu pour comprendre la suite. L'Altair, c'est une machine où l'utilisateur est très proche de ce qui se passe dans le processeur. À l'aide du panneau frontal, on peut écrire directement dans la mémoire vive, la RAM, en binaire. C'est-à-dire qu'avec des interrupteurs qui ont deux états, on ou off, on peut écrire nos programmes dans la RAM. Ensuite, on va dire au processeur d'exécuter ce qu'il trouve dans la mémoire. C'est l'interface par défaut avec l'utilisateur, et c'est vraiment le degré zéro de la programmation. On peut y ajouter un télétype ou un terminal et avoir une interface un peu moins austère. Mais à l'époque, un terminal, ça coûte relativement cher, et beaucoup se contenteront de la façade. Et pour les plus informaticiens d'entre vous qui utilisaient un terminal tous les jours sur votre PC ou sur votre Mac, un terminal, à la base, c'est ça. Un terminal, ça ne reçoit pas de vidéo. D'ailleurs, l'Altair ne sait pas envoyer de vidéo. Le clavier du terminal envoie les caractères via des codes à l'ordinateur. Ce code, on l'appelle ASCII, pour American Standard Code for Information Interchange, ou en français, Code standard américain d'échange d'informations. Et l'ordinateur va envoyer les caractères à l'écran sous la même forme, sous les mêmes codes. C'est le terminal qui saura comment les convertir en pixels et les afficher. Donc la partie vidéo, elle se fait dans le terminal, pas dans l'Altair. D'ailleurs, si vous changez de terminal et que vous gardez le même ordinateur, il y a de fortes chances pour que la typo change et qu'elle soit propre à chaque terminal. L'avantage majeur, c'est que l'ordinateur n'a pas à se soucier de comment ça doit s'afficher. Il envoie les lettres à afficher à son périphérique, et que ce soit un télétype qui va utiliser une machine à écrire ou un terminal qui va utiliser un écran, ça ne lui change rien. Et pour ce qui est du stockage à long terme, oui, parce que écrire dans la RAM, c'est bien beau, mais chaque fois qu'on éteint l'ordinateur, ça s'efface. Donc pour ce qui est du stockage à long terme, il faut acheter d'autres périphériques pour lire, par exemple, des disquettes 8 pouces, ou des disquettes 5 pouces et demi, ou encore des bandes perforées ou des cassettes. La bande perforée, ça ressemble à ça, et c'est chaque octet qui est perforé en ligne sur une bande de papier. Ça se lit sur un télétype, et c'est plutôt long. C'est vraiment le tout début de la micro-informatique. Wozniak est fasciné par l'Altair 8800 et il se lance dans la conception de son propre ordinateur. En quelques mois, il aura une carte mère rudimentaire et très économe en composants. Tellement économe qu'il va se payer le luxe de mettre sur la même carte mère tout le circuit d'un terminal. Il n'y aura plus qu'à brancher sur une télé dans le salon. Voici à quoi ça ressemble. Ça a l'air de rien comme ça, alors on va décortiquer ça un peu. D'emblée, on peut le diviser en 3 zones. La partie alimentation, ici en jaune, la partie terminale, en rouge, et l'ordinateur à proprement parler, en bleu. En haut, c'est une zone de prototypage, pour souder les composants directement sur la carte et créer des nouvelles fonctionnalités. Et en bas à droite, c'est un port d'extension pour ajouter des périphériques. Et qu'est-ce que je fais de ça? Hello, computer. Regardons ce que dit le manuel d'utilisation. L'ordinateur Apple est complètement assemblé, testé et préprogrammé. Cool! Les seuls appareils externes nécessaires sont un clavier encodé ASCII, un moniteur et une source d'alimentation de 8 à 10 volts, 3 ampères et 28 volts, 1 ampère. Bon. Déjà, on va rajouter 2 transfos, qui n'étaient pas fournis. Ok, soit. Ensuite, n'importe quel clavier ASCII s'interfacera avec l'ordinateur. Alors j'ai trouvé un clavier ASCII. Bien sûr, il ne s'interface pas directement, il a la même prise, mais il faut adapter le câble. Et celui que j'ai n'a pas les touches Reset et Clear Screen qui sont nécessaires. Donc on va en profiter pour les ajouter. J'ai fait ce petit circuit, tout beau, tout propre. Maintenant, où est-ce que je branche l'écran? Ici. Bah on va faire un adaptateur, parce que ça c'est pas franchement une sortie vidéo classique. Hein. Heureusement, Apple prendra l'habitude après d'utiliser les standards. Allez, on met tout ça dans un boîtier, parce que bien sûr, il n'y a pas de boîtier non plus.
Moi, j'ai choisi ce superbe attaché case en cuir des années 70. Comme ça, il y a une poignée, ça en fera un ordinateur portable. Et voilà, un ordinateur complet, prêt à être utilisé. Wozniak va présenter son ordinateur au Homebrew Computer Club et va même proposer de distribuer gratuitement les plans. Mais Steve Jobs va très vite se rendre compte du potentiel de la petite carte mère de Wozniak. Elle pourrait être vendue le même prix qu'un Altaïr, sauf que, comme on l'a vu, elle intègre un terminal. Elle est donc moins complexe à utiliser. C'est le moment où ils ont monté une société, Apple Computer Company, et Jobs fait le tour des boutiques pour essayer de leur vendre le concept qu'ils ont baptisé sobrement Apple I. Ils en fabriqueront environ 200 à l'aide de quelques amis, et ils les vendront presque tous. Alors, avant d'attaquer le sujet du Apple II, j'ai dit que le Apple I était moins complexe à utiliser que l'Altair 8800. On va regarder ça ensemble. Tout à l'heure, sur l'Altair, on rentrait les adresses mémoire et les commandes en binaire via les interrupteurs. Sur le Apple I, on va rentrer les commandes dans leur représentation hexadécimale, et avec un clavier. Et l'ordinateur répondra directement sur l'écran. Le binaire et l'hexadécimal, c'est pas des insultes. C'est juste deux façons de représenter des nombres. Par exemple, si je vous montre ça, et ça, vous voyez bien que c'est le même nombre écrit dans deux langages différents. Bon bah, le binaire et l'hexadécimal, c'est juste deux autres langages. Alors tout ça, c'est un peu technique, j'en ai bien conscience, mais ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est que jusque-là, les ordinateurs, ils s'adressent quand même à des gens qui ont envie de faire de l'informatique et d'apprendre, ou qui sont déjà calés techniquement. Ce que je vous ai pas dit, c'est que sur l'Altair 8800 et sur le Apple I, on peut utiliser d'autres langages, dont un assez populaire, parce qu'il est beaucoup plus simple, le BASIC. Mais que ce soit le BASIC ou n'importe quel autre langage de programmation, il faut quand même faire des manipulations complexes pour les charger en mémoire. Ils ne sont pas inclus. Sur l'Altair, le BASIC est chargé sous la forme d'une bande perforée. D'ailleurs, le BASIC de l'Altair a été codé par Bill Gates et Paul Allen. Et pour le vendre, ils ont monté une petite société qui fera pas trop parler d'elle plus tard. Donc pour charger la bande perforée, il faut un télétype, et puis il faut rentrer un peu de code avec les interrupteurs pour lui dire de charger ce qu'on va lui envoyer. Sur le Apple I, c'est une cassette, à mettre dans un lecteur cassette non fourni, bien entendu. Et il faut acheter séparément l'extension pour brancher le lecteur cassette sur une prise jack. Tiens, tu peux me passer l'adaptateur Apple pour les prises jack? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas celui-là. L'autre. Ok, que dit le manuel de l'interface cassette? La procédure pour lire la cassette vers la mémoire est... Il n'y a pas de raison que j'attende et pas vous. Alors j'ai coupé, parce que ça prend à peu près 30 secondes normalement. Mais c'était silencieux. Et après, on peut enfin programmer. Encore. Mais avec un langage beaucoup plus accessible. Ça devient un peu plus facile que du binaire ou de l'hexadécimal. Et puis maintenant, on peut sauvegarder notre logiciel qu'on est en train d'écrire. Il suffira juste de recharger la cassette du BASIC, puis de recharger la cassette de notre logiciel qu'on vient d'écrire. C'est une activité très fastidieuse. Alors tout ce qu'on vient de faire à la main, là, c'est quelque chose qu'on fait encore sur les logiciels d'aujourd'hui, mais c'est automatique. Par exemple, charger le système d'exploitation qui est sur le disque dur. Oui, parce que depuis, on a abandonné les cassettes, on est passé au disque dur. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est la même chose à lancer à chaque fois lorsqu'on démarre l'ordinateur, on pourrait juste enregistrer ce code sur une puce et le lancer au démarrage. Ce seraient les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui un BIOS sur nos ordinateurs modernes. Et Woz s'est vite rendu compte que des petites améliorations comme ça, il pouvait en faire à plein de niveaux. Alors, aussitôt les Apple I terminés, il a commencé à pencher sur le nouveau modèle, le Apple II. Mais cette vidéo est déjà assez longue et on en parlera dans une partie 2. Pour ne pas la rater, je vous encourage à vous abonner
J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver les sources qui m'ont permis d'écrire la vidéo dans le générique, ainsi que dans la description de YouTube. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire à bientôt.